Allez, salut, c'est Major Mouvement. Qui est-ce qui fait venir ses potes parce qu'il a un ulcère de l'estomac et qu'il en a marre d'avoir mal? Non, tu sais que blague à part tout ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai eu un ulcère de l'estomac. Et maintenant, Nico, est-ce que tu peux expliquer aux gens? Alors, je vais faire un petit topo d'Anat. Comme tu es observateur, tu as remarqué que pour t'alimenter, il y avait un trou à l'entrée, Ouais. un trou à la sortie. Okay. Jusque-là, Anat de base. Tu as la bouche, l'œsophage, l'estomac et le début de l'intestin grêle, c'est le duodénum. Il y a deux parties où on trouve principalement les ulcères, c'est l'estomac et le duodénum. Alors, quelques chiffres pour mettre un peu le contexte sur les ulcères gastro-duodénaux. C'est 90 000 nouveaux cas chaque année, diagnostiqués en endoscopie. Ça baisse un petit peu parce qu'on voit que l'infection à Helicobacter pylori recule, mais c'est toujours assez important. Dans ces 90 000 nouveaux cas, il y a quand même 20 000 cas qui sont pris au stade de complication. Important. Et si on peut donner d'autres chiffres qui donnent du contexte, il y a 70 à 80% des ulcères qui sont dus à Helicobacter pylori, une bactérie. A contrario, 1% des patients qui vont avoir Helicobacter pylori présent dans l'estomac vont développer un ulcère. Donc c'est pas forcément une bactérie pathologique pour tout le monde. Donc en gros, pour résumer, beaucoup de gens ont un ulcère de l'estomac. Une grande partie de ces ulcères serait liée à cette bactérie, mais c'est pas parce que tu as cette bactérie, tu vas forcément avoir un ulcère. Tout à fait. Comment ça se manifeste? Je sais pas, toi, tu te souviens? Qu'est-ce que tu avais? Moi, c'était dès que je prenais un jus de tomate quand je prenais l'avion, à chaque fois, j'étais genre les jus de fruits horribles, les poivrons, globalement, c'était ça. C'est ça, c'est la crampe épigastrique, on parle de la zone épigastrique, c'est sous le sternum là. Ça peut donner aussi des sensations de brûlure pour certains. Ouais, ça remontait parfois. Et c'est décrit par les patients comme une sensation aussi douloureuse de faim. Ouais. Ah, et systématiquement, quand je me penchais pour fermer lacet. Tu sais, quand je me penchais pour fermer lacet, là, j'avais faisait mal? Ah ouais, ça me brûlait, ça me remontait. Alors ça, c'est plus aussi, ça va souvent être en lien, mais c'est les reflux gastro-œsophagiens, c'est les remontées acides qui vont brûler. Mais pour parler de la base, physiologiquement, l'ulcère, c'est quoi? C'est une perte de substance au niveau de la paroi de l'estomac. L'image, c'est une plaie de la muqueuse de l'estomac. Et ça évolue assez spontanément pendant quelques semaines, généralement, une poussée d'ulcère. Quand tu as eu mal comme ça, toi, tu as fait quoi? Je suis allé voir mon médecin généraliste qui m'a donné des médicaments. Il me donnait un médicament, mais ça faisait rien du tout. Le rôle de ton médecin traitant, ça va être d'identifier les facteurs favorisants. Un qui rentre en compte dans les facteurs favorisants, le mode de vie. Le tabac, de l'alimentation très grasse, l'alimentation épicée aussi, l'alcool, les sodas. Toi, c'était le jus de tomate, effectivement, c'est assez décrit. Manger épicé? Oui, mais pas en même temps. Ton médecin traitant pourra rentrer dans le détail de ton régime alimentaire et l'analyser pour savoir qu'est-ce que tu peux modifier. En deuxième, ton médecin traitant, il va regarder que tu prennes pas de médicaments gastrotoxiques, les anti-inflammatoires, l'aspirine, c'est vraiment les deux plus impliqués, puisqu'ils augmentent globalement le risque d'ulcère de 3 à 4. Et le dernier facteur déclenchant, le stress. Est-ce que tu te définis comme une personne plutôt zen, moine tibétain ou plutôt stressé, toi? Non, moi je me définis comme quelqu'un de plutôt zen, mais avec parfois des gros pics de stress liés au travail. Alors, je vais te rassurer quand même parce que c'est une idée reçue que le stress provoque des ulcères. On a longtemps cru que c'était le cas et les études ces dernières années ont montré qu'il n'y a aucun facteur psychologique qui va provoquer des ulcères. On parle notamment dans des cas graves en réanimation de vrais ulcères de stress, mais là on ne parle pas de stress de la vie quotidienne, on parle du stress biologique, métabolique, de ton corps qui ischémique, part en métabolique, infectieux. C'est des patients lourds avec des pathologies graves et là il y a de vrais ulcères que dans ce cas-là qui sont dus à ce stress biologique. Dans mon cas, sur les périodes de stress, peut-être que je mangeais moins bien. Et exactement, que quand je mangeais moins bien, il y a plein de biais dans cette analyse-là parce que quand on est stressé, il se passe aussi beaucoup de choses autour de ça. On va pas faire le point. Mais l'idée de je suis stressé dans ma vie quotidienne, c'est pas ça qui va provoquer, mais c'est plutôt les comportements qui sont à côté. Qu'est-ce qui se passe si on le traite pas bien? C'est pas très joli. Si les complications d'ulcère, t'imagines la plaie. Si la plaie va toucher un vaisseau sanguin, c'est l'hémorragie digestive. Au-delà de ça, si la plaie va venir faire un trou dans la paroi gastrique, c'est la perforation avec la complication de la péritonite. L'infection abdominale, c'est une urgence. Donc, vous filez aux urgences rapidement dans ces cas-là. Donc là, ça va se manifester comment? Une fièvre? Une altération complète de l'état général. La péritonite, il y a beaucoup de signes généraux, beaucoup de fièvre, mal au ventre, un ventre qui va devenir dur, un ventre de bois, on appelle ça en médecine. Quand tu veux palper le ventre de quelqu'un qui va avoir une péritonite, tu vas le voir très vite, c'est dur comme du bois. Du sang dans les selles peut-être? Du sang dans les selles, ça peut être un signe chronique de saignement, d'hémorragie digestive. Comme c'est l'estomac qui saigne, quand tu vas trouver du sang dans les selles, il sera digéré, donc c'est des selles noirâtres. D'accord? C'est pas bon signe quand tu as des selles noirâtres. C'est pas terrible. Mais donc c'est important de regarder son caca.
Ouais, non, mais j'ai pas envie de Mais dire si ça. tu peux le dire. Alors, vous n'êtes pas obligé de le poster sur Instagram, mais regardez votre caca. Et c'est important de regarder dans les toilettes de temps en temps l'état de vos selles. Désolé. Tu veux regarder aussi mes aisselles, tant qu'on y est? Je les ai trop vus, tes aisselles. Trop vus. Le dernier risque, c'est l'évolution de l'ulcère vers le cancer. Ou alors un ulcère qui serait en fait un cancer. Comment on le diagnostic, au-delà des symptômes cliniques? Moi, on m'avait fait, je crois que c'était T'avais une eu double une- pénétration, je crois que j'avais eu. À double. Non. Coloscopie, fibroscopie. Non, on m'avait fait, non, fibroscopie, juste. Voilà. Comment le diagnostic? Ton médecin traitant voit ces symptômes, il va très probablement t'orienter vers un gastro-entérologue. Elle était super. Petit Hyper amalgame. gentille. Ouais. Adorable. Bah, tant mieux pour toi. J'ai un petit amalgame souvent pour nos patients. Il me parle du chirurgien digestif versus gastro-entérologue. Le gastro-entérologue, c'est lui qui fait des endoscopies. Le chirurgien digestif, c'est plutôt lui qui va t'opérer si tu as fait une perforation péritonite. Le gastro-entérologue, il va faire une endoscopie, donc une fibroscopie œso-gastro-duodénale. Donc là, œsophage, Caméra, gastro-estomac, duodénal. Oui. Il se fait tout le trajet de la Il bouffe. fait tout le trajet par en haut et il va regarder exactement l'état de ton estomac. C'est sous anesthésie générale. C'est sous anesthésie générale en grande majorité. Ça peut se faire aussi en anesthésie locale. Il va prélever du tissu au niveau de l'ulcère et à côté. C'est des biopsies, on appelle ça. On est d'accord que si jamais la plaie est comme ça, lui, ce qu'il prélève, c'est encore plus, c'est minus. Tout petit. Il rajoute pas de la plaie Biopsie, sur la plaie. Non. Des micro-bouts de tissu qu'il va prendre pour analyser, vérifier qu'il n'y ait pas de cancer. Et la deuxième chose, c'est que ce matériel-là est aussi analysé pour rechercher la présence d'Helicobacter pylori. Ah. Cette bactérie dont on parlait tout à l'heure et qui est responsable dans 70 à 80% des cas. Donc, si c'est une bactérie, pourquoi est-ce qu'on va faire une fibroscopie alors qu'elle est extrêmement probable que ce soit elle qui pose le problème et pas directement mettre des antibiotiques? Parce qu'on a quand même besoin de vérifier que ce qui te fait mal, c'est pas un cancer. Et deuxièmement, les antibiotiques, c'est pas automatique. Il va y avoir des effets secondaires à cette antibiothérapie. Et si c'est pas la bonne bactérie, en plus de ça, Exactement, ça sert à rien de prendre ces antibiotiques si on n'est pas sûr. Avant le traitement médicamenteux, je voudrais quand même qu'on parle du traitement préventif. Chez les patients qui sont à risque, donc plus de 65 ans, antécédents d'ulcères, antécédents documentés d'infection à Helicobacter pylori, on va sur la prise d'anti-inflammatoires, parce que c'est quelque chose qu'on prescrit assez fréquemment et qui passe en risque. On va leur protéger l'estomac avec des protecteurs gastriques. Ça, c'est un préventif. donc c'est pour ça qu'à chaque fois que normalement les gens prennent nos anti-inflammatoires, on leur dit de leur prendre pendant les repas, plus un pansement prévention. gastrique. Le traitement de base, ça va être en dehors des règles diététiques qu'on a évoquées, puisque tu as bien compris que l'alimentation grasse, trop épicée, l'alcool, c'est pas bon là-dedans. De l'autre côté, au niveau médicamenteux, on va prendre des antisécrétoires, on va diminuer la sécrétion d'acide gastrique. On a deux principaux, le fameux IPP, inhibiteur de pompe à protons, et des antagonistes de récepteurs H2 de l'histamine. J'ai des petits souvenirs de mes cours d'acido-basique de 4e. Donc en effet, l'estomac, c'est un milieu qui est acide. Ouais. Et que les ions H+, donc la pompe à protons, c'est ça? Oui. Et t'as l'air bluffé que je sache Alors, ça. d'abord, je suis bluffé parce que je ne l'ai même pas révisé. Ces antisécrétoires, IPP et anti-H2, pour faire court, sont les médicaments de référence que tu vas prendre pour diminuer l'acidité gastrique, soulager tes symptômes et permettre la cicatrisation de l'ulcère. Le traitement consiste à laisser cicatriser ta plaie à l'estomac. Du coup, moi, Nico, j'avais entendu dire que quand on avait ce traitement-là, c'était pas forcément efficace, puisque quand on les arrête, ça revient. Tu peux m'expliquer? Si tu as pris le traitement, mais qu'à côté, tu as rien changé dans les facteurs déclenchants qu'on a évoqués, ça va probablement revenir. Dernière partie du traitement, suite à ton endoscopie, on a regardé si tu avais l'Helicobacter pylori. Je ne sais pas si tu te souviens de chez toi. Oui, si on a regardé. Le gastro-entérologue ou ton médecin traitant a dû te prescrire un traitement antibiotique puisqu'on veut éradiquer cette bactérie dans l'estomac puisqu'elle a été responsable de cet ulcère. L'observance du traitement antibiotique, il n'est pas hyper simple à prendre. Il faut le prendre vraiment jusqu'au bout parce que sinon, ça va récidiver. Donc, pour faire simple, si je résume, Nico, comme d'hab, la prévention, la nourriture, donc pas trop d'alcool, pas trop de nourriture trop grasse, épicée, de tabac. On fait ça de base. On peut en parler, aller voir le médecin traitant qui nous donne un traitement par IPP. Si jamais le traitement par IPP fonctionne directement, ça veut dire que c'était juste une petite gastrite. On continue à respecter les bonnes hygiènes de vie. Et fin de l'histoire. Ouais. Malgré ça, on arrête le traitement au bout d'un mois et demi par IPP. Et on se rend compte que les symptômes persistent. Là, à ce moment-là, on va faire endoscopie. On va faire un prélèvement pour éviter qu'il y ait du cancer et éventuellement regarder si jamais il y a une exposition à cette bactérie. Et si jamais c'est ça,
on balance une antibiothérapie. Là, tu as fait en 2 minutes, là, on prendra que ce passage-là, parce qu'en fait, tu as fait un résumé de tout ce qu'on s'est dit juste avant. Là. Mais ce qui compte, c'est le contexte pour savoir comment on est arrivé à cette conclusion. Voilà. Est-ce que tu as un petit conseil à me donner? J'ai un petit conseil que je disais à mon copain Bill, qui doit arriver. Non, te fais pas de Bill. Alors... Alors, tu me diras, c'est pas très spécifique comme conseil, mais c'est applicable dans la vie quotidienne. Mais il faut s'appeler Bill. Ça rend mieux. Nico, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Merci à toi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo si jamais vous ou vos proches sont concernés ou qu'ils s'appellent Bill. Nico, merci. Merci, au revoir Greg. Au revoir, Nico. À la prochaine. Ciao.